Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 22 janvier 2022 pour le 264e rapport de situation sur le Donbass, un rapport principalement axé sur l'évolution de la situation militaro-diplomatique, puisque, comme je le craignais, les négociations entre la Russie et les États-Unis ne donnent rien de positif, et la situation sur le terrain s'aggrave. Je vais parler aussi de l'économie en RPD, je vais parler aussi de la situation en Ukraine, et une petite information un peu étrange à mettre en lien avec l'affaire du MH17. Parlons de la situation militaire. Sur le plan militaire, du 15 au 21 janvier 2022, il y a eu 11 violations du cessez-le-feu par l'armée ukrainienne en République populaire de Donetsk, durant lesquelles elle a tiré 94 munitions, dont 17 obus de mortier de 120 et 82 mm. Donc on a une baisse du nombre de violations et une très légère baisse du nombre de munitions. Par contre, le nombre d'obus de mortier, il a violemment augmenté, et en plus, on est passé d'obus de mortier de 82 mm à des obus de mortier de 82 et 120 mm. Donc ça, c'est pas bon du tout. Ces tirs ont blessé un soldat de la milice populaire de la RPD. Autre violation des accords de Minsk, c'est le déploiement d'armes lourdes près de la ligne de front côté ukrainien qui se poursuit. Cette semaine, les services de renseignement de la RPD ont détecté le déploiement de 21 pièces d'armement lourd côté ukrainien. On a dans le détail un obusier automoteur Gvozdika de 122 mm, 2 systèmes de défense antiaérien Strela 10, 2 systèmes de défense antiaérien Zhuzhka, 3 véhicules de transport de troupes blindées type BTR, 7 véhicules de combat d'infanterie type BMP, 2 automitrailleuses type BRDM, 2 véhicules blindés, un radar de contre-batterie AN TPQ-36 et une machine de commandement R142. Alors les machines de commandement, ça c'est des machines qui sont là pour coordonner les actions entre autres de bataillons tactiques, et ça faisait très longtemps qu'on les avait plus vus près de la ligne de front. Je crois d'ailleurs même pas me souvenir d'en avoir parlé une seule fois dans un site-rep. S'il y a quelqu'un qui s'en souvient, faites-moi signe, mais ça remonte à tellement longtemps que je me souviens pas d'un site-rep où j'avais parlé de ce genre de machine, donc ça c'est pas bon du tout. Et le problème, c'est qu'en plus de ce qu'on arrive à détecter près de la ligne de front, il y a tout le reste qui a été détecté plus loin ou qui est en train d'arriver. Et comme je le disais, tout ça a lieu sur fond d'échec des discussions entre la Russie et les États-Unis, puisque contrairement à ce que Washington avait promis, la version écrite de leur position concernant les demandes de la Russie en matière de garantie de sécurité, on les attend encore. Ils avaient dit qu'ils les fourniraient cette semaine, ils ont dit désolé, on a eu un peu de retard, comprenez, à entretenir l'hystérie médiatique autour de la future invasion de l'Ukraine par la Russie, ça occupe, donc ils ont pas eu le temps, donc ils ont dit promis, la semaine prochaine on vous la donne, sauf que cette semaine, le 21 hier, il y a eu une réunion entre Blinken, le secrétaire d'État américain, et Lavrov, donc le ministre des Affaires étrangères russe, réunion qui n'a rien donné. Lavrov en est ressorti pas content du tout, et il semble que les États-Unis en plus s'opposent au fait que le contenu de la version papier qu'ils vont fournir à la Russie soit divulgué. Voilà, donc ça doit rester secret. Je vois pas pourquoi. La version russe a été totalement publique, donc pourquoi la version américaine devrait rester secrète? Je sais pas. Moi je serais la Russie, je les enverrais chier, mais bon. Voilà. En plus la discussion a montré très clairement, c'est ce qu'a dit la Russie, qu'en gros, les États-Unis considèrent que eux ils ont le droit d'avoir une sphère d'influence, mais que la Russie n'en a pas le droit. Ah bon? Et pourquoi donc? L'exceptionnalisme américain dans toute sa splendeur. Donc je pense que ça va donner rien du tout, ces histoires. Et donc sur fond de tout ça, la RPD a alerté sur les préparatifs de l'armée ukrainienne. Entre autres, on a détecté que des instructeurs britanniques ont formé des soldats des forces spéciales ukrainiennes pour mener des actes de sabotage contre des infrastructures civiles vitales de la République. Je parle entre autres d'infrastructures électriques, de canalisation d'eau et de gaz, de choses comme ça. Et ils sont censés faire ces petits actes de sabotage déguisés en soldats de la milice populaire de la RPD, voire en soldats des forces spéciales russes. Le tout serait bien sûr filmé, un petit coup de
téléphone pour faire genre vidéo filmée à l'arrache. Hein. Ils auraient aussi prévu de filmer des pseudo-aveux de pseudo-soldats de la RPD qui seraient soi-disant passés côté ukrainien et qui diraient oui, c'est la milice populaire avec les forces spéciales russes qui ont fait tout ça, hein, mais bien sûr. On a détecté aussi d'autres choses qui sont pas du tout réjouissantes. Comme le déchargement en gare de Krasnoarmeysk, donc qui est dans la partie de l'oblast de Donetsk qui est sous contrôle ukrainien, de 6 systèmes de lance-roquettes multiples Smerch, c'est du 300 mm, c'est des monstres, et 2 systèmes de lance-roquettes multiples Ouragan, ça c'est du 220 mm. Alors pour ceux qui me suivent depuis plusieurs années, c'est le machin qui avait été utilisé contre le rond-point du motel en début 2017, quand on avait eu une belle escalade là aussi, fin janvier, début février. Ils avaient tiré sur le rond-point du motel avec ça, ça avait fait d'énormes dégâts, plusieurs morts, et on avait vu l'explosion, et la secousse de l'explosion avait été ressentie jusque dans le centre-ville de Donetsk, hein, voilà, juste pour rappel. Voilà, donc il y a ces trucs-là, hein, donc 6 Smerch et 2 Ouragans qui sont dotés de munitions à fragmentation qui ont été donc déchargées en gare de Krasnoarmeysk, donc ça c'est une violation totale des accords de Minsk. En plus, au cours des 2 dernières semaines, des unités du bataillon néo-nazi secteur droit, des snipers du 74e bataillon de reconnaissance et de l'unité alpha du SBU ont été déployés sur la ligne de front à plusieurs endroits. Entre autres à Choumi, hein, donc qui est face à Gorlovka, Marinka, qui est face à la périphérie sud-ouest de Donetsk, Taramchuk et Tchermalik, hein, plus au sud. Des drones ennemis ont aussi mené de nombreuses missions de reconnaissance le long de la ligne de front. Les dépôts d'artillerie de la zone du Donbass sous contrôle ukrainien sont activement réapprovisionnés en munitions. Il y a eu une formation renforcée des unités NBC, donc NBC c'est nucléaire, bactériologique et chimique, de l'armée ukrainienne a eu lieu sur le champ de tir d'Anadol. Hein. Cette information fait craindre bien sûr un risque de provocation à l'arme chimique. Hein. Je rappelle que fin 2021, on avait quand même alerté sur le fait que des produits chimiques avaient été livrés à Avdiivka et Krasny Liman. Donc ça, clairement, c'est pas bon non plus. Récemment, là, les pays de l'OTAN se sont activés pour envoyer des armes et des équipements militaires en Ukraine. En quelques jours, on a quand même 9 avions C-17 qui sont arrivés du Royaume-Uni, qui ont livré plus de 460 tonnes d'armes létales, dont environ 1000 lance-grenades anti-chars Enlow, et contrairement aux affirmations des pays de l'OTAN qui disent oui mais non, ce sera pas envoyé dans le Donbass, les Enlow, on les a vus arriver dans la partie du Donbass qui est sous contrôle ukrainien. Ils ont même été livrés au groupe d'assaut des 25e et 95e brigades aéroportées des forces armées ukrainiennes et au bataillon néo-nazi, hein, qui ont pour but d'attaquer des localités de l'RPD et de l'RPL pour les capturer. Voilà. Et bien entendu, ces unités ont été formées au maniement de ces lance-roquettes par des instructeurs britanniques. Autre information, on a quand même le chef de la CIA qui s'est récemment rendu en Ukraine, qui a rencontré Zelensky et les chefs du renseignement ukrainien. Les États-Unis eux-mêmes ont finalement décidé de filer à l'Ukraine 5 hélicoptères Mi-17 et 1 Mi-8 qu'ils avaient acheté à la Russie, oui c'est ironique, pour l'armée afghane, hein, mais comme ils ont quitté l'Afghanistan, les armes vont être données à Kiev, hein, à la place. Il y a des armes qui sont aussi en train d'être livrées à l'Ukraine par avion. Je vous montre des charmantes petites photos. On a quand même 91 tonnes d'armement et de munitions qui sont déjà arrivées, et ce n'est qu'une partie. L'aide militaire américaine totale porterait sur à peu près 200 millions de dollars. Des mercenaires américains ont aussi été détectés avec des unités ukrainiennes près de la ligne de front, hein. Donc on a certains de ces mercenaires qui sont tellement fut-fut qui postent des photos et des vidéos d'eux, hein. Voilà, donc je vous les montre, hein. Tout ça, ça a été posté par des mercenaires américains qui sont présents en Ukraine. Donc c'est bien, les mecs font le travail des services de renseignement russes, c'est génial. Chose encore plus bizarre, le Canada a produit un NOTAM. Donc NOTAM, c'est les fameuses notifications à destination des pilotes d'avion. Hein, donc un NOTAM pour les avions canadiens, leur recommandant d'éviter l'espace aérien dans les régions de Dnipropetrovsk et Simferopol à cause du risque d'activité militaire. Bon, alors autant de Dnipropetrovsk je peux comprendre, puisqu'effectivement le contrôle aérien
pour la partie du Donbass, etc., elle se fait à Dnipropetrovsk. Hein. Oui. Donc le contrôleur aérien qui gérait le MH17 était à Dnipro. Je dis ça comme ça parce qu'on va en reparler. Mais par contre, Simferopol, c'est en Crimée, les enfants. Si vous êtes en train de me dire que Kiev va tenter une provoque armée en Crimée, moi je vous dis, vous n'êtes pas prêts pour la réponse russe. Mais pas du tout. Donc moi, quand je mets tout ça bout à bout, plus la tentative des USA de gagner du temps, là, avec l'excuse de le chien a mangé la version papier de nos commentaires, alors moi je considère que ça pue, mais carrément. Carrément, moi je suis pas du tout optimiste sur la suite. Je sais que certains de mes auditeurs suivent aussi Xavier Moreau, hein, que j'apprécie beaucoup et j'apprécie beaucoup ses analyses, mais je suis pas aussi optimiste que lui sur la suite, si vous voulez. Là, quand je vois tout ça, quand même, ça schlingue. Voilà, ça schlingue. Surtout que de son côté, Kiev continue la préparation médiatique pour justifier une potentielle future offensive. On a eu ainsi le 15 janvier 2022 les services de renseignement militaire ukrainiens qui ont annoncé, tambour battant, que des fûts d'ammoniac livrés à l'entreprise Tyrol à Gorlovka auraient fui, contaminant l'air. Bien sûr, ils ont accusé l'RPD, la Russie, d'avoir voulu s'en servir pour accuser l'Ukraine d'une attaque chimique. Petit problème, bon, je connais pas mal de gens à Gorlovka, je veux dire, j'ai passé assez de temps à Zaïtsevo, entre autres, et donc je connais pas mal de gens à Zaïtsevo et à Gorlovka, donc bon, je les ai contactés. Personne n'en a entendu parler, ce qui est un peu bizarre, parce que les gens qui travaillent à Tyrol, c'est des locaux, on les fait pas venir de Donetsk. Donc ça me semblait un peu étrange, donc j'ai attendu un petit peu, il s'avère que l'OSCE a fait son travail. L'OSCE a fait son travail, alléluia. Ils sont rendus sur place 2 jours de suite, le 16 et le 17, donc le lendemain de l'annonce fracassante des services de renseignement ukrainiens, et ils ont rendu leur rapport, et y a rien. Mais rien, chez rien, ils disent tout est calme, ils ont rien détecté, voilà, donc voilà, merci à eux d'avoir fait leur travail sur ce coup, parce que bon, on peut pas les accuser vraiment d'être pro-russes, donc quand eux ils te disent qu'il y a que dalle, si tu veux, niveau des bunkings, c'est du haut level, je veux dire, quand même l'OSCE te dit qu'il y a rien, c'est que bon, voilà. Alors pourquoi accuser à tort d'une fuite de produits chimiques en RPD, puisque comme je l'ai dit précédemment, rappelez-vous, fin décembre, la Russie et la République populaire de Donetsk avaient tiré la sonnette d'alarme en disant craindre une provocation à l'arme chimique de la part de l'Ukraine dans le Donbass. Il y avait des produits chimiques qui ont été livrés, comme je le disais, à Avdiivka et à Krasny Liman. Le but, là, c'était de faire l'inversion accusatoire, c'est-à-dire de dire, non, regardez, ils vont dire que c'est nous, mais en fait c'est eux. Enfin, vous voyez, le but, c'est de décharger la responsabilité, donc moi je crains quand même un bon risque quand même de provocation à l'arme chimique. J'espère que le fait que l'OSCE ait débunké leurs conneries va faire capoter complètement leur plan. Rayon délire médiatique, alors côté médias américains, ils sont devenus tous complètement hystéros, mais alors complètement. Ils nous ont sorti d'abord que les diplomates russes s'apprêtaient à quitter l'Ukraine, ce qui s'est avéré totalement faux. Ensuite, c'est CNN qui nous a raconté que l'ambassade américaine à Kiev aurait demandé l'autorisation au département d'État américain, l'autorisation d'évacuer le personnel non essentiel et les familles des diplomates. Fox News qui a renchéri en disant que les familles des diplomates ont reçu l'ordre de quitter l'Ukraine dès lundi, avant que le département d'État américain ne démente toutes ces informations. On nage en pleine hystérie médiatique. Je veux dire, là c'est complètement, ils sont tous devenus fous. Bon, l'hystérie règne aussi côté déclaration américaine avec des histoires de vouloir désigner la RPD et l'RPL comme organisation terroriste et comme la Russie comme pays soutenant le terrorisme. Bon, clairement c'était le but de l'affaire du MH17. Je veux dire, le procès en cours, le but c'est ça, c'est d'arriver à condamner 4 pélos pour ensuite dire mais oui, bon, il y en a, ils sont soutenus par la Russie, oui, ils sont russes, donc la Russie soutient du terrorisme. Vous voyez, c'est ça l'histoire. Bon, petit problème, c'est que tout ça et les promesses de sanctions apocalyptiques, ça se heurte à plusieurs problèmes. Comme le fait de déconnecter la Russie de SWIFT, etc. Bon, il y a certains experts un peu moins gogol que d'autres qui ont dit que déconnecter la Russie de SWIFT, ça va faire que le système qui a été développé par la Russie et entre autres la Chine va être promu un peu plus à l'international, parce que non, les Européens pourront pas se passer du gaz russe, et pour le payer, il va bien falloir qu'ils aient un système de communication bancaire, Ils vont pas faire transiter des valises de cash ou de lingots d'or à la frontière, si tu veux, pour payer leur gaz. Donc ça serait pas bon, parce que ça accélérerait la multipolarité du monde.
Donc ça, les USA, ils en veulent pas. En plus, là, s'ils déclarent que la Russie est un État soutenant le terrorisme, le petit problème, c'est que les États-Unis importent eux-mêmes et du pétrole et du gaz de Russie. Donc là, ça va devenir un petit peu touchy, hein, voilà. Ils en importent d'ailleurs d'autant plus pour le pétrole que depuis qu'ils ont foutu des sanctions contre le Venezuela, ils peuvent plus importer de pétrole vénézuélien. Et en plus, je pense qu'une mesure aussi radicale pourrait pousser Moscou à réagir de manière tout aussi violente et radicale, par exemple en foutant dehors militairement les USA et la Turquie de Syrie, où ils ont rien à faire, hein. Non, je rappelle ça pour Blinken, qui nous a fait un grand discours grandiloquent hier après sa réunion avec Lavrov, en disant que la souveraineté ne se marchande pas. La souveraineté des pays se marchande pas. C'est bien de te le rappeler, hein. Je le rappelle, ça fait déjà plusieurs fois que l'Irak vous demande de dégager et que vous vous asseyez sur leurs exigences officielles et que vous occupez une partie de la Syrie alors que vous avez aucun mandat de l'ONU pour être présent sur place, ni aucune demande des autorités légitime et officielle pour être sur place. Voilà, hein. Donc la souveraineté des pays, en fait, c'est quand ça vous arrange, hein, deux poids, deux mesures, comme toujours. Non, là, faut arrêter, là. Les menaces de sanctions apocalyptiques et autres, non, arrêtez. Non, sinon, ils vont vous couper le gaz et le pétrole, puis vous allez vous geler les meules et vous allez finir dans le noir. Là, arrêtez. L'hystérie 5 minutes, parce que là, ça va bien. Donc voilà, ça c'est un petit peu la situation qui est assez inquiétante, c'est que ils sont en train de faire monter les enchères. Ce que je crains clairement, c'est des provocations au moment des Jeux Olympiques, hein, voilà, comme en 2008, 2008, attaque de l'Ossétie du Sud, pendant quoi les Jeux Olympiques. Bah oui, parce que ça sert de distraction, hein, médiatique pendant ce temps-là, pour que les gens ils s'occupent pas trop de ce qui est en train de se passer aux portes de l'Union Européenne. Voilà. On va parler maintenant de la situation économique en RPD. Et bien pendant ce temps-là, en RPD, la situation économique continue de s'améliorer, puisque rien que durant les 10 premiers mois de 2021, les entreprises métallurgiques de la République ont produit pour 41 milliards de roubles d'acier et de produits en acier, hein, donc ça fait à peu près 465 millions d'euros. Ça fait quand même belle hausse de 19% par rapport à l'année d'avant, c'est pas négligeable. Ça fait que les entreprises l'année dernière en RPD ont atteint 49% de leur niveau de production maximale, hein, de leur capacité totale. Là aussi on est en hausse de 12% par rapport à 2020. Bon, sans surprise, cette industrie représente actuellement 82% des exportations de la RPD, qui ont d'ailleurs augmenté, hein, de 9,3% en 2021 par rapport à 2020, donc on est plutôt sur une tendance positive, hein, donc pour ceux qui croient qu'on a besoin d'une guerre, etc. Non, nous on veut se développer, on veut se redévelopper économiquement pour que les gens puissent avoir du boulot et du boulot bien payé. Puisque autre secteur en plein boom, c'est celui des machines, hein. Je rappelle que, en gros, c'est ce que produit l'usine de Yassinovataya, si vous vous rappelez, qui a été bombardée il y a quelques mois en arrière par l'armée ukrainienne. Eh bien, les machines, ça aussi, ça augmente, hein. En 2021, le volume de production a augmenté de 32,3%, c'est énorme, pour atteindre un chiffre d'affaires de 5,3 milliards de roubles, soit 60 millions d'euros. Résultat, les salaires de ce secteur aussi vont augmenter, hein. Je vous avais parlé du secteur métallurgique, là où ils ont eu un plus 30%, eh bien, dans le secteur des machines, on a une augmentation à peu près équivalente, puisqu'en 2021, le salaire moyen de ce secteur est passé à 15 814 roubles, soit une hausse de 31% par rapport à 2020. Les exportations de machines représentent à peu près 13% des exportations de l'RPD, donc c'est le deuxième secteur, hein, d'exportation. Donc c'est très important, parce que ces industries-là, elles vont tirer en fait tout le reste, c'est-à-dire quand les salaires de ces industries-là vont continuer à augmenter, ça va entraîner tous les autres secteurs derrière. Donc c'est une bonne dynamique. Donc nous, on n'est clairement pas du tout dans l'optique reprise de guerre et compagnie, hein. Je veux dire, ça c'est clair, c'est pas dans notre intérêt de revoir des bombardements sur des infrastructures civiles, sur des usines, sur les civils, sur la zone résidentielle. Nous, notre but, c'est vraiment de redresser l'économie et de développer les républiques et l'intégration avec la Fédération de Russie. Et puisqu'on parle de ça, eh ben on va parler situation politique en Russie. Situation politique en Russie où le Parti communiste a soumis à la Douma une
proposition de résolution parlementaire demandant au président russe Vladimir Poutine de reconnaître la RPD et la RPL comme étant des États démocratiques, souverains et indépendants. Alors, il y a eu certains députés, dont Vodolatsky, qui, je rappelle, quand même est venu ici plusieurs fois, entre autres pour les forums d'intégration Russie-Donbass, donc on peut pas vraiment l'accuser d'être anti-Donbass pro-occidental ou je sais pas quelle connerie, comme j'ai pu voir, non. Il fait partie du parti Russie Unie, il a quand même essayé de tempérer un peu l'ardeur de ses collègues en disant que vu les négociations en cours, parce qu'il n'y avait pas encore eu les résultats de la réunion entre Blinken et Lavrov, il leur a dit que c'était peut-être pas le bon moment parce que là vraiment ça relancerait le narratif de la Russie pays agresseur, etc. Finalement, le porte-parole de la Douma, Vyacheslav Volodin, a annoncé donc en fin de semaine, donc quand on a déjà compris que voilà, la version écrite, on l'aura à la Saint-Glinglin, et que de toute façon la réponse sera non, qu'il va mener des consultations la semaine prochaine, avec les chefs des différents partis qui sont représentés au Parlement russe, et ce n'est qu'après ces consultations que le projet sera soumis à la Douma. Semaine prochaine, je rappelle, qui est le moment donc, où la Russie est censée recevoir la fameuse version écrite, qu'on était censé recevoir cette semaine. Voilà, donc je pense que la Russie est en train de commencer à faire monter les enchères un petit peu pour montrer que elle n'est pas du genre à rigoler. Voilà, je pense que... Voilà. Et comme je le disais, on va reparler très brièvement, un petit peu par la tangente, du MH17. Alors que le procès du MH17 n'a pas encore repris, au milieu des très nombreuses vidéos de matériel militaire circulant ou étant déplacé à droite et à gauche, tant en Russie qu'en Ukraine, l'une d'elles a attiré mon attention. Alors, pour ceux qui ont suivi l'affaire du MH17, vous vous souvenez peut-être que Bellingcat et l'enquête officielle nous ont raconté qu'un Buk numéroté 312, venu de Russie, aurait abattu l'avion malaisien dans le ciel du Donbass. Or, chose des plus étranges, une dashcam a filmé une colonne de Buk ukrainiens près de Tchishki, se dirigeant manifestement vers la frontière avec la Biélorussie, et l'un des Buk visibles porte le numéro 312. Or, Tchishki est situé près de Lvov, et c'est dans la région de Lvov, à Stryï, qu'est basée la 223e brigade de défense anti-aérienne de l'armée ukrainienne, à qui appartiennent les morceaux de Buk que le JIT avait présenté lors d'une conférence de presse en 2018. Bizarre quand même. Très bizarre. Je vais me pencher quand même un peu sérieusement là-dessus. Parce que moi ça m'intrigue. Sérieusement. Donc, voilà. Et on va maintenant rediscuter de la situation en Ukraine. L'Ukraine où Poroshenko est finalement revenu le 17 janvier, un mois après... s'être enfui pour éviter de recevoir ses convocations pour le dossier de haute trahison. Il est accusé aux côtés de Medvedchuk et d'autres personnes. Et finalement, il est revenu. Un mois après s'être enfui, monsieur a finalement repointé le bout de son museau pour faire face au juge. Donc je rappelle, pour ceux qui n'auraient pas suivi, fin 2021, le député d'opposition Viktor Medvedchuk était accusé de haute trahison pour le fait d'avoir joué les intermédiaires entre les autorités ukrainiennes et celles de la RPD et de la RPL pour permettre à Kiev d'acheter du charbon venant du Donbass en 2014-2015. 2 mois après Medvedchuk, c'est Poroshenko qui se retrouvait lui aussi accusé de haute trahison, mais aussi de financement du terrorisme et de création d'une organisation terroriste, pour avoir validé en tant que président de l'Ukraine cet achat de charbon du Donbass. Comme je vous l'avais indiqué à l'époque, le 17 décembre, quand les enquêteurs ont essayé de remettre à Poroshenko une convocation pour qu'il aille répondre de tout ça, il s'est purement et simplement enfui par avion dans les heures qui ont suivi.
Une semaine après, il avait été placé sur la liste des personnes recherchées. Le 6 janvier, ses biens ont été saisis par une cour ukrainienne. Donc on était quand même pas mal à se dire qu'il allait rester en exil pour pas finir en prison ou assigné à domicile comme Viktor Medvedchuk. Mais non, finalement, le 17 janvier, Porky s'est ramené et a assisté à une audience de la cour de Perchesky qui devait décider des mesures de restriction à son encontre en attendant le procès. Bon, sans surprise, il a transformé tout ça en cirque, avec rassemblement de ses fans et à l'aéroport et devant la cour de justice, discours enflammés sur scène au microphone, musique et discours tellement forts que la sono était au maximum. Dans la cour de justice, les juges s'entendaient même pas parler, enfin je veux dire le grand n'importe quoi. Il nous a fait aussi des scandales et des petits rebondissements comme quand son passeport a été pris au moment du contrôle d'identité pendant un petit moment avant de lui être finalement rendu. Il a reçu un avocat commis d'office alors qu'il avait toujours dit que de toute façon il aurait ses propres avocats payés par ses propres deniers, donc ça sent la grosse provocation à 20 km, il y a une enquête lancée là-dessus d'ailleurs. Autre chose bizarre, alors la cour de Perchesky n'a pas rendu son verdict immédiatement, le 17, mais 2 jours plus tard, et il a juste un contrôle judiciaire. La mesure la plus légère, donc il doit juste aller pointer, ne pas quitter la région de Kiev, remettre son passeport aux autorités judiciaires, fin de l'histoire. C'est une mesure qui est quand même très éloignée de ce qu'avait demandé le procureur, qui est quand même demandé envoyer Porky en prison pour 2 mois, libérable sous caution d'1 milliard de hryvnia, c'est-à-dire 31 millions d'euros, avec interdiction de quitter le pays et obligation de porter un bracelet électronique. C'est un peu bizarre quand même, parce que Medvedchuk, lui, il est assigné à domicile, il a une mesure bien plus restrictive. Alors pourquoi une telle clémence ? Parce que je pense que, bon, tout le monde le sait, du temps où il était président, Poroshenko était un bon petit toutou des Américains, et que je pense qu'il a négocié tout simplement pendant son petit mois où il est à l'étranger, je pense qu'il a négocié une sorte d'immunité judiciaire, Je veux dire, depuis 2019, il avait 13 affaires pénales au derrière, il y en a une seule qui a abouti, et bon, ça a pas donné grand-chose. Bon, ça veut dire que clairement il est protégé. Petite chose qui me laisse à penser que, déjà c'est que son nom a disparu de la liste des personnes recherchées 2 jours avant son arrivée effective. Ce qui veut dire que les autorités ukrainiennes étaient sûres et certaines qu'il allait revenir, donc c'est qu'il y avait un accord dans les cartons. Autre petite chose, le jour même de son arrivée et de son audience devant la cour de Perchesky, l'ambassadrice britannique à Kiev a fait un tweet assez étrange, appelant les chefs politiques ukrainiens à s'unir et à ne pas se laisser distraire par leurs désaccords politiques. Bon, en clair, elle a demandé à Zelensky discrètement de mettre de côté sa petite vendetta personnelle, officiellement au nom de la lutte contre l'agression russe imaginaire, mais en vrai c'est parce que les patrons occidentaux sont pas encore prêts à lâcher un de leurs laquais les plus dociles du paysage politique de l'Ukraine, ils se disent qu'il peut toujours resservir au cas où, voilà, c'est ça l'histoire. Bon, quoi qu'il en soit, suite à cette décision, les avocats de Porky ont décidé de faire appel de la saisie de ses biens par la cour, donc l'affaire reste à suivre, et je pense qu'il sera jamais condamné, ou à des trucs extrêmement légers, je pense qu'il va y avoir des rebondissements encore dans cette histoire, c'est pas terminé. Par contre, une chose qui se poursuit bien en Ukraine, c'est la censure des médias russophones, puisque depuis le 16 janvier, ces derniers sont obligés de publier une version additionnelle en langue ukrainienne, donc c'est une loi entrée en vigueur donc là cette semaine qui oblige tous les médias russophones à publier une version ukrainienne le même jour avec le même nom, contenu et même nombre d'exemplaires. Bon, c'est clairement une mesure totalement russophobe, puisque la loi qui soi-disant interdit les publications en langue étrangère qui ne sont pas accompagnées d'une version en ukrainien, ne concerne pas toutes les langues officielles de l'UE. Elles ont droit à une dérogation, mais le russe non. Ah bon, tiens donc. Pourquoi ? C'est quand même bizarre. Petit problème, c'est que bien sûr, un deuxième tirage augmenterait considérablement les coûts de production pour tous les médias russophones, dont beaucoup ont déjà des difficultés financières. Donc soit ils vont devoir renoncer à leur publication en langue russe, soit ils risquent la faillite.
Donc c'est bien, c'est une autre mesure pour censurer la presse, c'est magnifique l'Ukraine. Hein. Après on vient me parler de démocratie à l'ukrainienne. Oui, il y avait, qui c'est qui avait sorti ça là, il y avait un officiel là occidental qui avait sorti que la Russie avait peur de la démocratie qui règne en Ukraine, tu vois. Enfin, ça fait rire tout le monde ce truc là. C'est ouais. Et puisqu'on parle de trucs drôles, eh bien c'est le moment de nos deux pendant ce temps-là à Kiev. Et oui, cette semaine, j'en ai deux. La première, c'est Zelensky, encore lui, qui a complètement, il continue de craquer complètement son slip, non. Parce qu'il a déclaré quand même, je cite, « Je comprends parfaitement bien que, de leur point de vue, celui des Russes, je me suis avéré être un homme fort, un dur à cuire. » Non, mon grand, les Russes te voient comme un clown, un incompétent et une marionnette avec qui ça vaut même pas la peine de discuter. Je rappelle, t'as même pas réussi à obtenir une réunion avec Poutine en tête-à-tête. Je veux dire, c'est révélateur. Je veux dire, il discute direct avec ton patron, avec Biden, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, il prend même pas la peine de discuter avec toi. C'est révélateur. Non, c'est pas que t'es un dur à cuire, c'est que t'es un clown. T'es un clown qui sert à rien, t'es juste là pour la façade, c'est tout. Donc, pourquoi discuter avec toi? Donc, non. Tu peux redescendre sur Terre. Et puis alors, au rayon de débilité, on continue avec le représentant ukrainien au sein de l'APCE, donc qui est l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Alexei Goncharenko, qui, après être venu à une époque avec des gants Mappa sur les mains et autres bêtises du même tonneau, a décidé de contester devant cette institution la légitimité de la modification apportée à la constitution russe permettant à Vladimir Poutine de briguer un nouveau mandat présidentiel en 2024. Je vous montre le texte de sa petite pétition là en anglais. Alors, non mais mon gars, je t'explique un truc. La Russie s'en tape de vos commentaires. Que ce soit de toi, de la PCE, Non, les gens ont voté par référendum, ont validé ce changement de manière totalement démocratique, donc ça rime à rien, votre machin, là, vous allez nous faire quoi? Un Guaido à la russe? Décréter que Navalny est le réel président de la Russie? Non, mais arrêtez, non, là, faut arrêter, ça devient n'importe quoi, vos histoires, ça devient un cirque, un asile psychiatrique à ciel ouvert, arrêtez ce truc, arrêtez ça, c'est vraiment nimp. Donc voilà la situation, là a été annoncé aujourd'hui que le 25 janvier aura lieu une réunion des conseillers des chefs d'État du format Normandie, je pense, suite à la dégradation récente de la situation, mais je doute que ça donne quoi que ce soit. Je suis assez réaliste. Je veux dire, quand je vois dans quoi s'est engagée l'Ukraine grâce en fait aux assurances américaines, parce que certes les États-Unis ne leur fourniront pas d'hommes, mais ils leur fournissent des armes, ils ont les Britanniques qui leur en fournit des tonnes, les pays baltes qui sont aussi bien partants pour filer des armes, des javelines entre autres, à l'Ukraine, et qu'en plus ils menacent la Russie de sanctions, etc. Donc les autorités ukrainiennes se disent c'est bon, on peut y aller. Donc je pense que le format Normandie, ça va strictement rien donner là. Je pense que ça va être à peu près même résultat que les négociations entre la Russie et Washington. Donc situation à suivre de très très près, surtout au moment des Jeux Olympiques, puisque il y a quand même un bon petit historique de ce genre de provocation militaire en même temps que ce genre de festivités mondiales qui occupent médiatiquement le public. Donc voilà, faut vraiment surveiller la situation de très très près, et je pense que la semaine prochaine,
Il n'y aura pas plus de version papier de la position américaine qu'il y a de beurre en branche, ou alors ça sera de toute façon pour dire ce qu'on sait déjà, à savoir qu'ils refusent de se plier aux demandes russes. Donc bon, à partir de là, je veux dire, il y a un moment où il va falloir régler la situation par un moyen ou par un autre. Je veux dire, si tu n'y arrives pas par un moyen diplomatique, ça veut dire que ça va se faire autrement. Hein. Bon, voilà. Et ça, c'est le problème du fait que les Américains se croient exceptionnels, se prennent pour Dieu et ne redescendent pas sur Terre. Et c'est là qu'on voit à quel point c'est dangereux de vivre dans une réalité alternative, surtout quand c'est les autorités d'un pays doté de l'arme nucléaire et d'une armée extrêmement puissante et de leviers de pression économique comme les États-Unis. Bon, bah ils vont devoir descendre sur Terre, mais ça va être par la méthode dure, hein, comme quand ils ont dégagé d'Afghanistan, comme des pouilleux, hein. Croyez-moi, vous n'avez pas fini de vous taper la honte. Voilà, donc situation à suivre, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain rapport de situation, et d'ici là, portez-vous bien.